Jeudi 26 décembre 2024, salut à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Analyse, décryptage, ici nous passons en revue toutes les actus du monde du sport d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans la grande team de ce jour, sommaire. Au sommaire de ce numéro de la grande team, LGT News. Comment les sportifs ont-ils fêté la Noël? Ça fait le buzz. Ligue 2, Africa Sport, à mi-parcours. Faut-il s'inquiéter pour la montée? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3 et joyeuses fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Allez, nous sommes sur la 3 et nous sommes dans la grande team. La question LGT du jour. Ligue 2 de Côte d'Ivoire, Africa Sport à mi-parcours. Faut-il s'inquiéter pour la montée? Pour participer à cette émission, plus 225 27 21 59 93 99. Eh bien, nous aurons un invité dans le focus en la personne de Lucas Kouré, nouveau président de la Fédération ivoirienne de rugby. À présent, ce qui fait l'essentiel de l'actualité du monde du sport d'ici et d'ailleurs. C'est dans notre LGT News. LGT News. Ouvrons les news avec Vokotruyen, Festival de Noël 2024. Kalao de Belleville conserve son titre. L'Agora d'Abobo, devenu pratiquement le temple du Vokotruyen, a abrité le week-end dernier le Festival de Noël 2024, une compétition exclusivement technique et essentiellement basée sur les démonstrations. Plusieurs clubs se sont affrontés durant les phases à élimination. Après des prestations parfaitement maîtrisées et bien orchestrées, Kalao Belleville, avec 187,42 points, a enchaîné avec une autre consécration après celle de 2023. Renaissance d'Abangourou pointe à la deuxième place avec 155,14 points. Avec 149,28, Biabou 310 complète le podium. On a pu assister à des exercices d'éveil corporel de la part des super poussins et poussins. Les plus jeunes, disons-le, ont émerveillé le nombre public, le public venu nombreux à travers des défilés et de belles interprétations. Pour rappel, en 3 semaines, c'est la deuxième compétition d'envergure qu'organise la Fédération ivoirienne de Vokotruyen après les phases finales du championnat de Côte d'Ivoire. J'aime l'appeler notre traditionnel festival de Noël parce que cela fait plusieurs éditions que cette activité existe. Et nous voulons accompagner les enfants dans ces moments de fête. C'est pour nous, Vokotruyen, une façon d'apporter un peu de gaieté, un moment de joie et dans ces périodes de fête aux enfants qui sont avec nous. Tennis, AG élective. Maître Koyo succède à Maître Ngouan. La Fédération ivoirienne de tennis a un nouveau président depuis le week-end dernier. Il s'agit de Maître Koyo Silver, seul candidat en lice à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue dans un restaurant à Treichville. Le nouveau patron du tennis en Côte d'Ivoire a été élu par acclamation conformément au texte. Il remplace ainsi Maître Georges Joseph Ngouan qui aura passé 23 ans à la tête de la Fédération ivoirienne de tennis. Le successeur de l'actuel président du CNO-CIV entend compter sur tous les acteurs du tennis ivoirien pour réussir le développement de cette discipline sur toute l'étendue du territoire. Nous avons élaboré ce qu'on appelait le plan stratégique quinquennal 2025-2030 qui porte sur 5 axes et je pense que ce plan qui est l'œuvre de tous, non seulement des membres du bureau exécutif mais des clubs, sera celui autour duquel va se bâtir tout le programme d'action pour les 4 prochaines années. MMA, Doumbé Baki. Ce sera probablement le Parc des Princes. Le combat de la revanche entre Cédric Doumbé et Baï Sangour Shamsoudinov, dit Baki, aura lieu dans le courant de l'année 2025. C'est déjà une certitude. Dan Hardy, chef des combats de la PFL Europe, étudierait la possibilité d'organiser ce choc dans un espace beaucoup plus grand que l'Accor Arena et ses 20 000 places. Dans une interview, il a affirmé qu'il discute actuellement avec le Parc des Princes. On écoute ce que veulent les fans. Il ne reste plus que la signature de Baki, qui devrait intervenir ces jours-ci pour assurer les uns et les autres, Doumbé ayant déjà donné son accord. Football, éliminatoire CHAN 2024. Les éléphants locaux bossent dur à Bamako.
À Bamako, depuis mardi dernier, les éléphants locaux n'ont pas perdu du temps. En effet, la bande à André Kofi Romaric a entamé la dernière ligne droite de sa préparation dans la perspective du match retour contre le Burkina Faso pour les éliminatoires du CHAN 2024. À l'aller, les éléphants locaux s'étaient imposés par 2-0. Le match retour est prévu ce samedi. Je pense qu'on fera tout pour se qualifier. Après comment, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais moi, mon rôle, c'est bien préparer l'équipe pour que l'équipe soit prête le samedi 16h pour le combat. Et je pense qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir ramener la qualification aux Ivoiriens. Tournoi Supercoupe des centres de formation de Côte d'Ivoire. 12 équipes s'affrontent pour le Graal. 12 équipes participent au tournoi de football pour essayer de s'adjuger le trophée de la Supercoupe des centres de formation de Côte d'Ivoire. La compétition, qui a débuté le 22 décembre dernier à l'Agora Stadium de Yopougon, en présence de Popolaï des garagistes, Sawako de Magic Diesel et bien d'autres, connaîtra son dénouement le 4 janvier prochain. Déjà à la cérémonie de lancement, 2 formations se sont distinguées lors de la première journée. L'Académie Fadette a eu raison d'Académie Jaguar sur le score de 2-1. Féliciter les organisateurs, en l'occurrence le président exécutif de ce tournoi, M. Gaoussou, qui nous a fait l'honneur de nous inviter. Et nous avons eu droit à vraiment un match assez, qui était très bien. On a vu les enfants se défendre, on a observé vraiment des enfants qui étaient assez combatifs, très performants pour leur âge. Vu que nous sommes fils d'ici, l'idée est venue des jeunes du quartier qui nous a approchés pour voir dans quelle maison on pourrait apporter une aide. Dans ce cas de figure-là qu'on a eu sur notre image. France, Pogba à nouveau sur le billard. En visite au Costa Rica, Paul Pogba serait en train de soigner le genou qui a gâché ses dernières années à la Juventus de Turin. Selon l'information ventilée par le média local La Nation, l'international français de 31 ans est arrivé au Costa Rica dans le but de se faire opérer à la clinique du district d'Escazú. Pogba fait tout aujourd'hui pour retrouver son meilleur niveau, mais cette fuite sur son état de santé pourrait freiner l'ardeur de ses prétendants lors de ce mercato hivernal, notamment l'OM et bien d'autres clubs en Angleterre. Autre information à présent, à jeu FIFA, le règlement du statut et du transfert des joueurs et le tribunal du football adopté par acclamation. Réunie en Assemblée générale extraordinaire à son siège ce jeudi, la FIFA s'est offerte 2 mécanismes importants pour faire avancer le football local. Il s'agit du projet d'adoption portant le règlement du statut et du transfert des joueurs et le tribunal du football. Exposés devant l'Assemblée, ces 2 projets d'adoption ont reçu l'approbation des 89 membres et délégués par acclamation. Il est désormais possible de signer un joueur mineur pour un contrat professionnel avant ses 18 ans, mais à des conditions. D'abord, signer un contrat n'excédant pas les 3 ans, le joueur doit être assisté par un parent ou un tuteur légal. Le projet adopté concernant le tribunal de football de la Fédération ivoirienne de football, quant à lui, permettra d'éviter à la fédération de régler plus efficacement les litiges liés entre les acteurs du football ivoirien. En marge de cette AGE, le budget pour la saison 2024-2025 a été adopté à hauteur de 24,7 milliards contre 14 milliards l'année écoulée. Allez, voilà les informations du jour. On reste sur l'AGE de la FIFA avec Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir mon cher Dangela. Juste féliciter la Fédération ivoirienne de football et l'ensemble des acteurs du football ivoirien qui travaillent efficacement à améliorer les conditions de vie, de travail des acteurs du football, notamment des joueurs. Il y a un souci, il y a une volonté affichée de professionnaliser davantage le football local. C'est très bien. Donc cette Assemblée générale, sur les quelques informations que vous avez lues et que j'ai pu lire également sur le site de la Fédération, eh bien, le budget est passé de 14 milliards de francs CFA à 24 milliards de francs CFA pour l'exercice de 2025. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Hein? C'est une augmentation de 74%. C'est énorme ce qui se passe en ce moment du côté de la Fédération. On a instauré un tribunal de football qui va trancher les litiges au niveau des acteurs
entre membres, entre associations membres, entre joueurs, clubs, etc., etc., notamment sur la question des salaires des joueurs qui est très souvent évoquée. Les joueurs peuvent saisir désormais la fédération sur des salaires impayés. Ça c'est très bien. Et puis après, il y a la réforme sur les statuts de transfert des joueurs. Des joueurs mineurs aujourd'hui peuvent signer un contrat qui ne va pas excéder 3 ans sous contrôle parental. Bon, c'est de belles réformes. C'est bien de réfléchir, de travailler, d'améliorer la qualité en termes de tests, en termes d'infrastructure, parce que sur l'argent qui est là, il y a des projets d'investissement qui seront faits. Je dis tout simplement bravo à toute l'équipe de la Fédération ivoirienne de football et bravo à l'ensemble des présidents des clubs qui se battent comme ils peuvent pour aider à améliorer les conditions de vie de nos footballeurs. Il faut pousser davantage la réflexion, il faut continuer encore à améliorer les tests, à créer des conditions pour que nos jeunes frères s'épanouissent beaucoup mieux en ce qui concerne le football local. Allez, bonsoir, bien sûr, Jean-Philippe Oria avec vous. On parle de Paul Pogba, à nouveau sur le billard. Oui, Paul Pogba qui continue de subir encore les affres, je dirais, de son destin. Paul Pogba, après avoir remporté une bataille importante en lui permettant de revenir assez rapidement sur le terrain, était sur le marché des transferts. Plusieurs clubs s'intéressaient déjà à lui pour ce marché hivernal et c'est en ce manque précis qu'il a choisi pour aller se soigner. Je pense que le garçon est conscient que cette période d'inactivité a dû jouer sur ses performances. Il préfère être en excellente santé physique avant de pouvoir se remettre sur le marché. Donc il est allé au Costa Rica pour se faire opérer. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations sur sa durée d'indisponibilité à l'issue de cette opération. C'est vrai que la presse mondiale parle tout simplement d'un réchauffement ou d'un refroidissement de certaines pistes du fait de cette opération. Mais bon, on verra. Le mercato va débuter dans quelques heures seulement. Et on verra la situation de Paul Pogba, s'il sera happé par un club ou pas. Mais une chose est évidente, c'est un excellent footballeur. Nous, on souhaite simplement que le terme de sa carrière ne se fasse pas sur un tel événement. On veut le revoir sur le terrain et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Allez, on l'espère bien. Bonsoir, Métier, avec vous. On parle éliminatoire CHAN 2024. Les éléphants locaux bossent du à Bamako. Oui, bonsoir. Les éléphants sont partis beaucoup plus tôt, mardi, dans la matinée, pour rejoindre Bamako. Ils savent qu'ils ont une mission difficile à accomplir là-bas. Ils rencontrent le Burkina Faso en match retour. Après avoir pris 2 buts ici, les Burkinabés attendent donc les éléphants là-bas de pied ferme. Et j'apprécie énormément le fait que les éléphants soient déjà partis beaucoup plus tôt pour s'entraîner sur le terrain, pour prendre contact avec la pelouse. C'est très, très important. Moi, j'ai joué sur ce terrain-là avec l'équipe nationale junior de Côte d'Ivoire. On était à 11 sans gardien de but, avec un joueur de champ comme gardien de but de base à l'époque. Mais il a fallu jouer serré, batailler pour qu'on puisse battre les Maliens. Mais là, c'est les Burkinabés qui se déplacent eux aussi, là, dans ce stade. Et ça va être un match chaud. Alors, il faudra beaucoup plus de concentration, ne pas écouter... on peut avoir affaire à un public versatile. Les Maliens peuvent facilement supporter les Burkinabés. Enfin, ils supporteront qui ils veulent. Mais si c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont décidé de chahuter, les enfants, ils doivent être superbement, énormément concentrés, très concentrés sur leur objectif. Gagner ce match-là et revenir à la victoire. On les attend pour les accueillir parce qu'il nous faut être présents au CHAN en 2025. Roger Stéphane, au match aller 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Non, c'est un très bon résultat. Quelqu'un a dit que dans ce type de match, le bon résultat, c'est 2-0. Parce que pour être éliminé, il faut encaisser 3 buts. Et généralement, quand on a gagné 2-0, on reste un peu concentré. Deuxièmement, c'est que, bon, pour le match retour, c'est vrai que l'environnement malien pourrait être un peu difficile. C'est vrai, pourrait être un peu difficile. Le gars, aux derniers événements sportifs entre nous, puisqu'on les a éliminés à la Coupe d'Afrique, vous vous souvenez très bien de ce qui a été dit autour. Ensuite, pour beaucoup d'autres éléments, mais maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. C'est un groupe qui a de l'expérience. Romaric, qui a bourlingué un peu au travail, il fait du bon boulot. Sa première sortie a été parfaitement réussie. Il faut aller négocier ce match-là parce que, oui, il faut qu'on arrive à se qualifier pour la compétition. Ça ne va pas être un match facile, mais on a fait un bon résultat au match aller. Il va falloir aller défendre grandement ce résultat-là en restant concentrés comme des guerriers pour aller affronter notre adversaire. Et puis, on va dire, Kofi Ndrou, Romaric, toujours concentré, l'objectif n'est pas encore atteint. Oui, mais il le sait. Mais je pense que la raison de ce départ rapide, on ne va pas parler de précipité, mais rapide du côté du Mali, la réponse se trouve dans, je dirais, c'est une réponse d'ordre climatique. Parce que
on le sait très bien, il y a l'Armata actuellement dans le nord et du côté du Mali et du Burkina Faso. Bien évidemment, on est dans la période de l'Armatan et ça caille, comme on le dit généralement. Alors qu'à Abidjan, pour l'instant, on ne sent pas cet Armatan-là. Donc, prendre le risque de ne pas faire vite partir les garçons là-bas, aller la veille et devoir jouer dans cette température avec cet air sec, n'allait pas être tout simplement à notre avantage. Donc, je pense qu'ils ont bien fait d'aller assez tôt pour, je ne vais pas parler se familiariser, mais s'adapter donc à cette situation atmosphérique qu'on ne vit pas du côté d'Abidjan, mais qu'on vit généralement à l'intérieur du pays, à Bouaké, Korogo et autres. Voilà, c'est mieux d'y aller et puis bon, les garçons vont s'y faire, les poumons vont s'habituer par rapport aux efforts qu'ils vont fournir et puis le samedi, attaquer donc cet adversaire. Alors on va marquer une pause dans cette émission, on revient juste après avec notre focus. Allez, nous sommes de retour. La question LGT du jour, Ligue 2 de Côte d'Ivoire, Africa Sport à mi-parcours. Faut-il s'inquiéter pour la montée? Pour nous joindre, plus 225 27 21 59 93 99. Allez, c'est l'heure du focus. La Fédération ivoirienne de rugby a un nouveau président désormais. Il se nomme Lucas Coré. C'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Il fait son entrée. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, merci vous-même. Super. Allez, nous allons super bien sûr le plateau. Jean-Philippe Oria, Aimé Tchétché, Roger Stéphane sont avec nous. Bonsoir, Président. Bonsoir. Félicitations. Bonsoir, Président. Félicitations. Bonsoir, merci. Président, comment est-ce que vous avez vécu la fête de Noël avant de commencer? J'ai profité pour me reposer. J'ai dormi à 21h. C'est vrai que pour moi, la fête de Noël, ça a été avant l'heure. Ça a été le 21 à ma victoire. Donc le jour de Noël, j'ai pris le temps de me reposer. Super. Allez, dites-nous, avec un peu de recul, comment vous vous sentez au soir de cette victoire et de cette élection? Je me sens très bien, mais en plus, la tâche est tellement lourde que je suis heureux et en même temps inquiet. Parce que nous avons du pain sur la planche. Du pain sur la planche, bien dit. Il y a eu plusieurs reports au cours de cette AG élective. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Président? Je crois que ça a été des choses des hommes. Hein. On n'a pas pu se départager au premier tour. On a eu des clubs qui ont été éliminés parce qu'il y avait des problèmes de bicéphalisme. Nous sommes allés à un premier tour où mon adversaire et moi n'avons pas pu convaincre davantage de clubs pour passer dans l'autre camp. Et donc voilà, donc il nous fallait nous départager sur un deuxième tour. Ça a duré combien de temps? Waouh! Écoutez, ça fait 1 mois et demi, depuis le 15 novembre que nous sommes dans cette élection. Nous avons fait le premier tour le 15 novembre. Après, nous avons eu plusieurs reports parce que le comité électoral avait aussi d'autres occupations, notamment au CNO. Donc ils ont dû faire un calendrier pour nous inclure dans un espace vide. Allez, Président, il y a bien sûr 17 voix contre 15 pour le président sortant. Ouais. C'était vraiment serré, n'est-ce pas? Très serré. C'était très serré parce qu'il faut dire qu'on était dans une crise depuis 4 ans. Donc il y avait vraiment de réels clivages. Et il fallait les convaincre, il fallait les tirer dans l'autre camp. Et je crois qu'à ce jeu, c'est nous qui avons pu gagner. Nous avons pu convaincre des clubs dans l'autre camp qui nous ont suivis en définitive. 17 voix. Roger Stéphane. Est-ce que sur ce qu'on a pu vivre sur ces événements avec cette élection, est-ce que la famille du rugby est sortie plus divisée encore après cette élection, ou vous avez le sentiment qu'on a colmaté quelques brèches au sein de la famille? Alors je pense que si je situe le curseur sur les appels que j'ai reçus après ma victoire, je dirais que la famille du rugby est réunie. Parce que 24 heures quasiment après ma victoire, j'ai les 2 tiers des clubs qui ont voté mon adversaire qui m'ont appelé, les présidents des clubs qui m'ont appelé pour me féliciter et se rendre disponible pour la nouvelle aventure de rugby avec ma présidence. Aimé Tchétché? Oui, Président. Félicitations pour votre élection. Merci. On constate un manque de compétition, ce qui pourrait de facto entraîner l'absence de licenciés, l'insuffisance de licenciés. Tout à fait. Deuxièmement, il y a une grosse désaffection du public. Tout à fait. Alors que le rugby, c'est un sport aimé par les Ivoiriens. On a vu l'effervescence il y a à peu près 10 ans et plus. Tout à fait. Il y a encore le manque d'annonceurs et des médias pour mettre vos événements en lumière. Tout à fait. Comment comptez-vous résoudre tous ces problèmes? Alors, je peux déjà vous dire que pour moi, je pense que les annonceurs sont là.
mais on n'annonce pas sur du vide, il faut annoncer sur du factuel. On n'a pas joué au rugby pendant ces dernières années, on a fait de la politique, on s'est tiré dessus. Et puis, les acteurs du rugby, certains sont allés à la retraite pour d'autres causes. Et certains jeunes sont là encore. C'est vrai qu'on part sur un chantier vraiment immense. On commence à zéro et nous allons repartir sur la formation. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'athlètes aguerris. Nous avons des athlètes qui, pour la plupart, ne sont pas physiquement au point. On va repartir de zéro. Président, que pèse réellement le rugby ivoirien aujourd'hui? Parce que quand on regarde comme ça, dans les années 90, on était à la Coupe du Monde. Tout à fait. Là, aujourd'hui, j'avoue qu'on ne perçoit pas bien la valeur réelle du rugby. Il pèse quoi aujourd'hui notre rugby? Écoutez, je ne vais pas dévaloriser mon sport pour vous dire qu'il ne pèse pas grand-chose. Mais comme je disais encore tantôt, on a fait de la politique pendant ces 15 dernières années et on n'a pas fait de sport. Donc il ne pèse rien? Voilà. Aujourd'hui, il ne pèse pas grand-chose. Par contre, vous avez en face de vous un ancien pratiquant qui est le fruit d'ailleurs de cette politique de rugby qui a été mise en place dans les années 90. Oui. Je reviens, moi, pour revivre ces moments-là. Avec mon équipe, nous sommes déjà à l'œuvre pour commencer véritablement à mettre en place ce chantier. Et comme je dis toujours, il nous faut de la ressource humaine. Donc on va travailler énormément sur ça. Je ne vous garantis pas qu'en 2025, nous serons sur tous les plateaux pour dire, écoutez, le rugby a bien évolué. On sera en chantier, on sera en train de travailler. Jean-Philippe Boria? Président, vous avez dit à plusieurs reprises que durant ces dernières années, entre guillemets, les gens ont passé leur temps à faire de la politique, raison pour laquelle le rugby n'a pas avancé. Moi, je suis tenté de vous demander qu'est-ce qui a entraîné ce déclin de la discipline durant ces dernières années? Puisque en partant de vous, votre expérience, c'est-à-dire les années 90, une politique a été mise en place pour attirer des jeunes, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir des jeunes professionnels. Le rugby a décliné jusqu'à se retrouver dans cet état aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer cette... Je pense simplement que c'est un problème de communication. Vous n'oubliez pas qu'en 1995, on a eu malheureusement cette grave blessure de Max Bruto sur un terrain de rugby. Les Ivoiriens découvraient avec enthousiasme un sport qui se pratiquait bien. Et puis là, on a un blessé grave. Ça fait peur à certains parents qui ont dit à leurs enfants, vous quittez le terrain de rugby, on ne veut plus vous voir. Mais à côté de ça, la communication n'a pas été faite pour pouvoir expliquer dans quel cadre Max Bruto a été blessé, comment est-ce qu'il s'est retrouvé tétraplégique et malheureusement qu'il soit décédé aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas assez communiqué. On n'a pas assez mis en place les valeurs qui ont été les valeurs du rugby. Vous me parlez de cette époque-là, je pense qu'on avait plusieurs acteurs en cette période-là qui s'occupaient du rugby. À partir de 1995, il y a eu des bagarres, il y a eu des guerres de tranchées entre dirigeants, entre responsables du rugby. Donc on s'est complètement détourné de la chose sportive et on est rentré dans le champ politique. C'est celui-là qui peut diriger, pas celui-là. Lui-là, il est d'accord avec moi, lui-là, il n'est pas d'accord avec moi. Moi, je viens aujourd'hui pour changer tout cela, qu'on oublie complètement le passé. Je veux dire, même le grand football en Côte d'Ivoire a connu sa 17. Et aujourd'hui, avec la volonté des hommes en face, on a aujourd'hui les résultats qu'on a. Et moi, je viens avec mon équipe pour vraiment remettre cela en selle. Et dans 2-3 ans, avoir un rugby qui se pratique partout sur le territoire ivoirien. Et on se donne comme objectif de titiller les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2031. Président, avec un peu de recul, qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous? Je pense que c'est le projet de gouvernance que nous avons proposé. Parce que je ne vais pas forcément m'étaler sur ces choses-là, mais mon adversaire proposait des postes. Moi, je proposais un poste de gouvernance. Voilà, quand je partais rencontrer un président, voici mon projet, voilà comment je veux que nous fassions les choses. Nous allons refaire de la formation, nous allons trouver les moyens pour les clubs pour qu'ils puissent se pratiquer. Comme je le dis encore, j'ai rencontré une petite fille de 9 ans dans le club d'Abobo qui paye son transport pour venir s'entraîner, qui paye 500 francs chaque jour d'entraînement, dont les parents n'ont pas de ressources. Nous, à notre époque, en 1990, 91 jusqu'à 1995, on avait 2500 à 5000 francs de transport, même qu'on habitait à 2 pas du stade.
Aujourd'hui, on n'est même pas capable d'offrir cette substance-là aux jeunes. C'est aussi ce qui fait que les jeunes reculent. Et nous, on veut ramener les jeunes sur le plateau du sport en leur donnant le minimum, en faisant en sorte que le rugby connaisse l'engouement qu'il avait connu avant. Allez, Président, maintenant que vous êtes fraîchement élu, allez-vous tendre la main à votre prédécesseur? Bien entendu, je pense que c'est déjà fait. On a échangé. D'ailleurs, le président sortant au premier tour est venu me voir. Il m'a dit, écoute, Lucas, celui qui gagne, qu'il rassemble. J'ai dit oui. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Si on veut vraiment tuer le rugby, il faut continuer ce qu'on a fait avant. Mais je pense qu'il s'est souvenu qu'il fallait refaire les choses autrement, ce qu'il ne faisait pas, parce que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa politique, ils ont été mis de côté. Donc aujourd'hui, moi, je ferai clairement les choses de contraire, parce qu'on dit que le rugby est une famille. Je le dis souvent aux gens, c'est le seul sport où on se tape dessus sur un terrain, et après on fait une troisième mi-temps où on est ensemble, on fait la fête jusqu'au petit matin. Allez, Président, que comptez-vous mettre en place pour relancer cette discipline au niveau national? Écoutez, déjà, nous allons mettre en place des pôles de formation. On va aujourd'hui diviser la Côte d'Ivoire sur plusieurs zones, permettre dans chaque zone d'avoir une dizaine d'équipes qui vont se rencontrer entre elles. On va mettre en place des centres de formation qui vont devoir se rencontrer au travers du rugby scolaire, au travers des centres de formation qui seront mis en place. Et nous allons commencer à mettre l'accent déjà sur la formation, que ce soit au niveau masculin ou au niveau féminin. Donc on pense qu'avec cela, dans même pas 2 ans déjà, on commencera déjà à pratiquer du rugby intéressant sur les terrains. On l'espère bien pour la Côte d'Ivoire. Et quel est votre remède pour repositionner quand même le rugby féminin? Ah ben écoutez, le rugby féminin, il n'y a même pas besoin de remède. Aujourd'hui, c'est l'engouement total mondial sur le rugby féminin. Et nous avons la chance d'avoir des jeunes filles qui sont assez dynamiques, qui ont envie de changer les choses. Je compte également sur les anciennes joueuses comme Paul Gueye-là, comme Andrea Guirabou, qui sont aujourd'hui prêtes à mouiller le maillot pour ramener ces filles-là au sport. Et je peux vous dire, actuellement, dans la léthargie dans laquelle on est aujourd'hui, celles qui pratiquent le mieux ce sport, ce sont les femmes. Oui, Président, vous parlez avec beaucoup d'aisance de ce que vous allez faire. C'est très passionnant, visiblement. Merci. Vous comptez sur quoi? On compte déjà sur des partenariats. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde moderne, on a besoin de financement, on a besoin de partenaires au co-développement. Nous sommes actuellement en discussion avec des partenaires techniques au niveau international. Nous avons également ici des techniciens qui sont très formés, qui ont été mis sur le bas-côté, mais qui aujourd'hui reviennent. Je reçois des appels tous les jours pour des gens qui veulent venir donner un coup de main. Mais sur le volet financier, nous sommes déjà en discussion sur des partenariats. Et ces partenariats-là nous permettront de lever des fonds. Nous envisageons aujourd'hui de lever un minimum de 500 millions chaque année pour pouvoir tenir le championnat. Et nous pensons qu'avec les partenaires que nous avons, nous allons pouvoir y arriver. 500 millions, Jean-Philippe Oria. Président, on sait très bien qu'en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, la vitrine des fédérations, ce sont les sélections nationales, surtout masculines, les sélections A. Peut-être qu'au niveau du handball, c'est plus pour les femmes qu'il y a cette extase, mais pour les hommes, c'est surtout l'équipe nationale masculine des seniors. Vous venez de l'Europe, vous avez été international. Aujourd'hui, dans la base de données ou de par vos connaissances, est-ce que vous pensez que dans un laps de temps assez réduit, la Côte d'Ivoire pourrait avoir une équipe nationale compétitive à même de nous qualifier pour les prochaines Coupes du Monde? Alors, comme je disais tantôt, nous nous sommes donné un délai de 8 ans. On s'est donné pour objectif la Coupe du Monde de 2031. Nous allons commencer maintenant la formation. Nous savons que nous n'avons pas des athlètes aujourd'hui capables de compétir au très haut niveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place un projet ambitieux. Nous allons avoir un centre de haute performance où nous allons regrouper les acteurs que nous voulons avoir pour l'équipe nationale pour sérieusement préparer les athlètes sur des bases spécifiques et sur ce qui fait de nous des sportifs de bon niveau. Il faut dire que nous, physiquement, la Côte d'Ivoire a la capacité de rivaliser avec les meilleures nations. Maintenant, il faut que nous mettions en place la technicité, la formation pour avoir un projet homogène sur la pratique du jeu. Donc nous allons y arriver. Président, allez, pour terminer, quel message avez-vous pour la grande famille du sport ivoirien? Écoutez, le message que j'ai, c'est que
que déjà toutes les autres disciplines du sport sachent que nous sommes là, nous allons revenir à la place qui nous a été offerte. La Côte d'Ivoire le rugby était le deuxième sport pratiqué en Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de regagner cette place et nous demandons à toutes les autres disciplines de nous soutenir et demander aussi à tous les férus de sport, qu'ils soient dans d'autres disciplines, de venir essayer le rugby, qui est vraiment un sport de la vie, qui est un sport d'élévation sociale. Merci Président d'être passé sur notre plateau. Allez-vous rester avec nous. On va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après et on continue. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il me reste à faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut de trouble fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense, en duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Playlist Inter. C'est le unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait un maintenant le forti pour par sa bigode du trotti et ok, let's get that. Renouer avec tous vos goûts. Fitness, endurance, musculation et équilibre. Easy Gym, le rendez-vous des amoureux du sport, à voir sur la 3 du lundi au vendredi à 18h25. La 3, nous offrons 3 fois plus. De retour sur le plateau de la grande team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Bien sûr, nous a rejoint coach Kouadio Georges. Bonsoir coach. Bonsoir Dorgelès. Vous allez bien? Ça va, merci. Et chez vous? Super bien, j'aime la cravate. Merci, c'est gentil. Allez, pour participer à cette émission, la question LGT du jour, Ligue 2, Africa Sport à mi-parcours, faut-il s'inquiéter pour la montée? Ça sera tout à l'heure, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Eh bien, on poursuit notre émission du jour. Les sportifs et la fête de Noël, c'est dans notre Sabuzz du jour. Voulez-vous savoir comme nous comment des sportifs ont célébré la Noël? Suivons ensemble cet élément préparé par la rédaction. On discute juste après derrière. Il y a certes le sport, leur passion, mais il y a aussi les commémorations comme la fête de Noël qui captivent plusieurs personnalités du monde sportif. Nombreuses sont celles qui passent cette fête en famille ou qui combinent festivités et entraînement au regard des contraintes de leur calendrier. En vacances près du cercle polaire, Cristiano Ronaldo a passé ce moment magique.
Plongeons d'abord dans une piscine d'eau glacée avant de poster un cliché sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram avec sa famille autour d'une table vêtue d'un pyjama identique. Son éternel rival, moins exubérant, Lionel Messi, a laissé le soin à sa compagne, Antonella Roccuzzo, de publier ce moment de partage avec ses 3 enfants. Mohamed Salah, l'attaquant vedette de Liverpool, en a fait autant. Vinicius Junior, quant à lui, est apparu avec une nouvelle coiffure lors de cette célébration de Noël. Carlos Alcaraz, en vue de la saison à venir, a diffusé des photos de ses séances de préparation physique en Espagne. Double médaillé d'or en individuel et par équipe aux derniers Jeux Olympiques de Paris, Teddy Riner a diffusé sur Instagram une photo le montrant tout sourire devant un imposant sapin de Noël. Ici en Côte d'Ivoire, Cissé Cheikh Salah, la star du taekwondo ivoirien, n'a pas dérogé à la tradition en publiant sur sa page officielle Facebook les photos de famille. Idem pour l'ex-international ivoirien Kader Keita, tout souriant avec son épouse et ses enfants en pyjama. Comme quoi, Noël se fête partout. Magnifiques images. Allez messieurs, personnellement, comment avez-vous vécu cette fête de Noël? On va commencer par coach Kouadio Georges. C'était simple, en famille avec les enfants. On a pu leur donner le peu qu'on pouvait leur offrir comme amour et puis quelques présents pour qu'ils sachent qu'ils sont avec un père tout de même. Roger Stéphane, il y a du monde à la maison. Ouais, mais bon, moi j'étais avec mon petit garçon. Il a 1 an, 2 mois, il commence à marcher là, donc on était tranquille à la maison, c'est pas plus quoi. Voilà. Profiter de la famille. Ouais. Jean-Philippe Oria. Mais je fais pareil, hein. Dîner de famille et dodo. Et Michiché? Oui, un tour à l'église et puis un tour plus tard au restaurant avec madame et les enfants. C'était simple, c'était cool. C'était magnifique. C'était magnifique. Et puis là, il y a quelque chose qui m'a fait rire tout à l'heure dans les images que vous avez montrées là. L'équipe de Bayern, où les joueurs chantaient en chœur. On a vu que c'est des grands enfants. Hein. Emmanuel Neuer, qui en chantant joue les maîtres de chœur. Tout le monde qui applaudit, qui chante. Ça change un peu. Ça change un peu des photos à la maison. Mais c'est un club, en équipe, qu'ils ont fait décider de célébrer Noël. C'est vraiment super. Allez, la plupart des sportifs mettent beaucoup plus en avant les clichés au cours de cette célébration. Comprenez-vous cette manière spéciale de célébrer Noël, coach? Ben oui, c'est important de sortir du foot de tout le temps et puis de ces stress et maintenant de faire autre chose pour qu'à la reprise, on soit à 100% pour pouvoir donner aux téléspectateurs, aux spectateurs qui veulent du plaisir. On l'a vu à l'instant en Allemagne, bien sûr, l'équipe du Bayern Munich a montré autre chose, plus de détails dans cette vidéo, puis derrière, on va en parler. Beaucoup de joie sur cette vidéo. Jean-Philippe, un mot sur cette façon de célébrer Noël? Mais écoutez, c'est une période de partage. Je pense qu'au-delà de la joie sur le terrain qu'il procure, il y a également cette manière de s'inviter chez chacun des fans pour leur souhaiter une très belle célébration de la fête de Noël. Bon, c'est un club allemand. On sait que les Allemands sont très attachés à leur culture. Bon,
Je sais que nous, les francophones, cette chanson-là, on l'a réadaptée en français. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas chanté en allemand, mais en anglais, peut-être pour contenter certains Anglais, parce qu'on sait que l'allemand n'est pas une langue facile à dompter dès le premier coup, mais c'est magnifique, voilà. Je pense que c'est une période festive, tout le monde a besoin de décompresser. Et ils ont passé du bon temps avec leur famille, également les fans, très souvent, qui se plaisent pendant cette période à regarder un tout petit peu l'intimité de leurs idoles et savoir comment est-ce qu'elles passent ce genre de célébration. Donc c'est tout simplement un moment d'apaisement, je veux dire. Mais le Bayern est un habitué de ce type de célébration en équipe là. Je crois que quand ils sont champions d'Allemagne, ils portent des tenues traditionnelles. Ils célèbrent également la bière en équipe comme ça, ensemble. Donc le Bayern a cette habitude. Ils aiment bien faire ça ensemble, en groupe. Ça permet d'unir les liens. Ça permet d'être beaucoup plus solidaire sur le terrain de football. Le Bayern a l'habitude de ce type de comportement. Allez, une autre surprise, bien sûr, cette fois-ci. Elle nous vient de notre international, Lazare Magnon. Regarde, et puis derrière, on discute. Champion d'Afrique, son club lui a fait beaucoup de difficultés, alors que c'est un garçon sur lequel la nation compte énormément, tellement il est pétri de talent. Moi, je lui souhaite simplement, en avance pour l'année 2025, qu'il puisse régler ses bisbilles avec son club et se trouver enfin une équipe à la dimension de son talent. Mais sur cette vidéo, bon, il a célébré le réveillon de Noël à sa manière, avec le titre Koulibaly et Diabaté de Imra. Voilà, c'est l'ivoirien comme ça. Voilà. Au quartier, comme on dit, au quartier, nous, c'est le chété qu'on connaît. Voilà, c'est ça. C'est dans l'air du temps. Ouais. Voilà. Allez, on va marquer une petite pause et puis on va attaquer, bien sûr, notre carton de la semaine. Allez, carton de la semaine, bien sûr, le principe est simple. Chaque chroniqueur, bien sûr, choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Eh bien, carton vert, satisfaction, carton jaune, avertissement, carton rouge, sanction. On va commencer, bien sûr, avec Aimé et Tchétché. Oui, alors je donne un carton vert aux deux ligues. La Ligue professionnelle de football et à la Ligue amateur de football. Cette saison, les équipes, grâce à un calendrier bien ficelé, les équipes jouent sur leur base, les équipes retournent sur leur base pour accueillir les adversaires. C'est déjà une très bonne chose. Ainsi, vous verrez Lys Sandra jouer à San Pedro, FC San Pedro à San Pedro, Korogo un peu moins, mais au Djéné, tous ces clubs-là sont repartis sur leur base, Gagnois, etc., à Bandou. Tout ça, bravo à ces deux ligues. En plus, le calendrier est respecté. Le calendrier est respecté de telle sorte qu'il n'y a plus de matchs en retard. Anciennement, quand les clubs étaient en compétition africaine, on voyait des décalages de 3, 4, 5 matchs qu'on n'arrivait pas à rattraper avant la trêve. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Et puis, il y a surtout la nouveauté. C'est le Boxing Day qui est annoncé. Le Boxing Day, vous le savez, ça se joue en Angleterre. C'est un des premiers matchs qui a eu lieu en 1860 entre Sheffield et Hallam en Angleterre. Donc, c'est dans leur coutume là-bas, avant la trêve. Et ici, on a décidé, donc la fédération a décidé, les deux ligues, enfin la Ligue professionnelle de football a décidé d'instaurer ce Boxing Day-là en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre de vivre une semaine à venir assez intéressante. Bravo donc à la Ligue professionnelle de football, à la Ligue professionnelle et à la Ligue amateur. Et à la Ligue amateur. Voilà. Merci bien, Aimé Tchétché. Coach Kouadio Georges, votre carton. Mon carton, il est vert et c'est à la SEC Mimosa parce que ce club a eu à jouer une Coupe d'Afrique très très difficile et quand elle rentre au pays, elle aligne 2 victoires qui lui permettent d'être au 4e rang. Et je pense que c'est bon pour le moral. Il faut pouvoir les aider à pouvoir jouer réellement contre cette équipe, pour les autres matchs de la Coupe d'Afrique qui arrivent, que la SEC réussisse à nous faire honneur. Donc je leur administre ce carton vert pour les propulser vers l'avant. Carton vert pour la SEC Mimosa. Jean-Philippe Auria, votre carton.
Mais gardons vers tout simplement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire des A', l'équipe nationale des locaux, qui a réussi brillamment à disposer des étalons du Burkina Faso ici en rencontre allée des éliminatoires du CHAN sur le score de 2-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont pris une option très importante sur la suite des événements. Tout à l'heure, on a pu le suivre. L'équipe est présente du côté de Bamako où elle va affronter le samedi son homologue du Burkina Faso. On espère que l'aventure va très bien s'achever pour les nôtres, c'est-à-dire revenir ici avec une qualification. Indrick Kofi Romaric, comme on le pressentait, fait bloc avec ses joueurs. Il a formé un véritable commando qui respecte, à mon sens, je dirais la nomenclature du football local, parce qu'auparavant, les formations du CHAN étaient des équipes qui étaient constituées de jeunes joueurs, alors que c'est un championnat quand même qui est fait pour représenter les meilleurs athlètes d'un pays. On a voulu transformer cela en une coupe d'Afrique Espoir, une coupe d'Afrique des juniors bis. Et avec Romaric, ça a changé. On a des garçons de 37 ans, des garçons de 33 ans. On a même un champion d'Afrique 2015, Bobo Sylvain, qui est le leader naturel de ces garçons-là, qui est celui qui a le plus de vécu au niveau international, qui les coach, qui les manage, qui les guide. Et donc, comme je le disais tantôt, on espère qu'ils vont très bien se comporter là-bas. On leur souhaite bonne chance. Et d'abord, on leur accorde ce petit papillon vert-là pour la victoire ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Boigny, les éléphants locaux, ils sont à Bamako. On espère avoir la victoire. Roger Stéphane, votre carton. Mon carton rouge à Franck Kessié et à travers lui, certains footballeurs. Vous savez que quand ils sont généralement en vacances, on les voit dans les anniversaires, dans les shows avec les artistes, mais on les voit très peu sur des plateaux de sport. Et pourtant, c'est nous, on parle d'eux tous les jours. Certains, on les invite, ils ne viennent pas. D'autres, on veut les rencontrer, ils ne viennent pas. Par contre, on les voit beaucoup. Donc, j'estime que les plateaux de sport ont besoin d'eux. On a envie de savoir des choses sur leur vie dans leurs clubs respectifs et ça nous intéresse. Donc, ce n'est pas le seul, hein, de Fofana, le gardien, jusqu'à Sébastien Haller. C'est tous pareil. Donc, c'est un carton rouge que je lui adresse qui transmet le message à ses autres coéquipiers, comme c'est le capitaine. On a besoin d'eux sur nos plateaux de sport pour parler de leurs activités dans leur club. Ça nous intéresse. Donc, je lui donne ce carton rouge. Et heureusement, à certains qui sont disponibles, comme Kwasi Evra, qui à chaque fois qu'on l'invite, il vient. C'est intéressant de le recevoir sur un plateau et de parler de sa vie sportive. Donc, c'est un carton rouge que je lui adresse à lui et à tous les sportifs qui fuient les plateaux de sport et qu'on voit dans beaucoup d'événements qui n'ont rien à voir avec le sport. Carton rouge. Allez, c'est bien respecté de la part de Roger Stéphane. Madame, Monsieur, place à l'actu. Allez, on ouvre le téléphone, bien sûr. La question LGT du jour. Ligue 2 de Côte d'Ivoire, Africa Sport à mi-parcours. Faut-il s'inquiéter pour la montée? Pour participer à l'émission, bien sûr, plus 225 27 21 59 93 99. Au terme de la manche allée de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire, l'Africa Sport est deuxième au classement du groupe A. Faut-il s'inquiéter pour la montée en Ligue 1? L'objet, bien sûr, l'objectif affiché du club, c'est de forcément monter. Ce sujet préparé par la rédaction nous donne beaucoup plus d'éléments de réponse. Et juste derrière, nous allons discuter de tout ça. L'Africa Sport a terminé son parcours de la manche allée de la Ligue 2 par un nul vierge obtenu sur le terrain de l'Azida Bingourou samedi dernier en match en retard de la 4e journée du groupe A. À l'heure du bilan à mi-parcours, les Aiglons ne sont pas leaders de leur poule. Ils sont deuxièmes à un point du premier, l'Entente sportive d'Agboville. Cette position n'est pas alarmante. Cependant, il importe de reconnaître qu'elle ne correspond pas à l'objectif des Verts et Rouges dont l'ambition ouvertement affichée est de retrouver l'élite. Dans l'ensemble, l'entraîneur Toto Nobile et ses poulains se sont heurtés à une adversité de taille et n'ont pas été vraiment dominants. En 13 matchs, l'équipe enregistre 7 victoires, 5 nuls, une défaite, 7 clean sheets. Elle a marqué 15 buts et en a encaissé 7. À l'analyse, la solidité défensive matérialisée par 7 clean sheets et seulement 7 buts encaissés contraste avec un rendement offensif insuffisant, symbolisé par 5 matchs sans trouver le chemin des filets. La conséquence est cette flopée de résultats nuls vierges qui n'ont pas permis à l'équipe de décoller au classement.
La division offensive apparaît donc comme le talon d'Achille de la machine vert et rouge. Elle manque de véritables buteurs. Christian Akala, meilleur réalisateur sur cette première partie de saison, ne compte que 3 buts. C'est vraiment peu pour une équipe dont on attend qu'elle gagne tous ses matchs en raison de son statut de baron du football ivoirien. Ses performances à mi-parcours laissent un goût mi-figue, mi-raisin aux supporters du club. Traumatisés par les désillusions monumentales des 3 saisons précédentes, ils attendent vraiment mieux de leur équipe lors de la manche retour. Allez, le décor est planté, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. La question LGT de ce soir, Ligue 2 de Côte d'Ivoire, Africa Sport à mi-parcours. Faut-il s'inquiéter pour la montée? Allez, avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir avec Roger Stéphane le bilan à mi-parcours de l'Africa Sport d'Abidjan cette saison en Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Ouais, au niveau de la saison qui court en ce moment, il y a une légère pause avant la reprise. L'Africa Sport d'Abidjan est bien entendu logé dans le groupe A. Voilà. Donc la première journée, défaite contre l'équipe de Donkoff, 1 but à 0. Deuxième journée, match nul contre le WAC 1-1. 2-1 contre l'équipe de l'EFIM. Voilà, 2-1 contre l'équipe de l'EFIM lors de la troisième journée. Quatrième journée, 0-0 face à l'Asie. Cinquième journée, victoire sur Benjerville 4-1. Sixième journée, victoire sur Espérance de Boaké 1-0. Septième journée, victoire sur l'équipe de Yamsoukro, l'un des poursuivants, enfin l'un des concurrents immédiats de l'Africa 3-2. Lors de la huitième journée, l'Africa s'incline face à Agi de Djibérou à 2-1. Neuvième journée, l'Africa s'impose face à l'Enfer. Face à Agi. Neuvième journée, l'Africa s'impose face à l'Enfiara 1-0. La 10e journée, voilà l'Africa perd face à Issa Wazi 1-0. Non, l'Africa a battu Issa Wazi. Non, évidemment. Issa Wazi Africa. Voilà. Donc 11e journée, Espérance d'Issia 0-0 avec l'Africa Sport. 12e journée, l'Africa Sport et Benjerville font un autre match nul 0-0. Match nul également la 13e journée face à ADFK 0-0. Sur les chiffres, ça fait 13 matchs. 7 victoires, 5 nuls, 1 défaite, 7 clean sheets, 15 buts marqués, 7 buts encaissés, deuxième au classement. Les buteurs sont Akala Christian, 3 buts. À 2 buts, on a Kwasi Brice, Dorou Franck, Nguessan Evra. 1 but pour Romeo Dacosta, Zadi Franck Keita Adama, Sie Armand et Sidibé Sidik. Voilà donc pour les chiffres de l'Africa après 13 journées au niveau de la Ligue 2. Allez, on va regarder également le classement au niveau de ce groupe. Le classement dans cette poule A. En tête, on a l'équipe, la belle et surprenante équipe d'Aboville, première avec 27 points. L'Afrique occupe la 2e place avec 26 points. Yamsoukro est 3e avec 24 points. Dans le bas du tableau, à la 12e place, on a WAC 11 points. 13e, l'Enfiara 11 points. Et à la 14e place, l'équipe de Issa Wazi avec 7 petits points. Allez, avant de débriefer tout ça, on va prendre la direction de Marc Corry, retrouver Zon Gaston. Bonsoir, messieurs. Comment est-ce que vous allez? Bonsoir à tout le monde qui est vraiment sur le plateau. Je vous salue, je vous donne tous carton vert. Merci beaucoup. Merci. Allez, alors, la question LGT du jour, Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Africa Sport, à mi-parcours, faut-il s'inquiéter pour la montée en Ligue 1? Une très belle question. Moi, à ce qui me concerne, Zon Gaston Laoui, qui est le président d'honneur du comité Quai Africa, je n'ai aucune inquiétude. Aucune inquiétude dans la mesure où nous ne sommes pas venus en retard, mais nous ne sommes pas venus à l'heure. Et nous avons joué, aujourd'hui nous sommes 2e. Et il y a un point seulement, celui qui est devant nous. Mais lors des matchs là, non seulement que nous jouons contre les équipes, mais nous jouons aussi contre certains arbitres. Parce qu'on sait ce qui se passe sur le terrain. Mais je suis confiant que l'Africa Sport ira, et j'allais dire retrouvera cette fois-ci la première division. Je n'ai aucune inquiétude. Si et seulement si les arbitres, on le sait de la façon qu'eux-mêmes là, ils arbitrent dans les autres matchs, ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à faire ça aussi au niveau de l'Africa Sport. On n'a pas dit qu'ils n'ont qu'à aider l'Africa. Mais un sifflement, c'est intéressant parce que les arbitres, on connaît et on sait que le joueur joue, le supporter supporte, le président préside et que vous allez dire encore. Ceux qui doivent regarder, regardent. Je vous remercie du fond du cœur de cette organisation là-haut. Merci beaucoup. Allez, messieurs, avant de prononcer, bien sûr, Africa Sport, faut-il s'inquiéter pour la montée en Ligue 1 de Côte d'Ivoire? Non pour Jean-Philippe Ouria, oui pour Amétchétié, oui pour le coach Kouadjou, et non pour Roger Stéphane. On va commencer avec le coach. Oui,
Je dis oui parce que ça fait quand même 3 ans, successivement, que l'Africa se débat et arrive sur la ligne droite, mais n'arrive pas à franchir dans le temps comme on voudrait la ligne. Et donc, ça inquiète un tant soit peu. Et c'est pour cela que, quand on voit même les derniers résultats de cette manche aller, on n'a que 0-0 les 3 derniers matchs. Ça inquiète un tant soit peu. L'Africa est un club historique, comme je le dis toujours, un club emblématique. L'Africa a beaucoup apporté au football ivoirien et peut toujours apporter parce qu'il y a des derbys qui sont créés et qui permettent d'élever le niveau quand on joue au football. Malheureusement, on voit que l'Africa, à tout moment, ça s'accroche, c'est difficile. Mais je pense que l'Africa, cette année, a eu le recrutement de joueurs qu'il faut. Quand vous avez un homme comme Bou, c'était pour jouer en première division. Si les choses, à la force des choses, ils arrivent, ils sont en deuxième division, mais je pense qu'ils doivent pouvoir, pas planer, mais quand même maintenir un certain standing. Mais ils n'arrivent pas à le faire. L'entraîneur qui est là, je ne pense pas qu'il soit mauvais parce qu'il a fait ses preuves ici avant de partir. Il vient avec de bons joueurs. Donc pour moi, que ce soit l'encadrement technique ou bien les joueurs, je pense qu'il y a du beau monde pour pouvoir dominer cette poule. Malheureusement, c'est pas ce qu'on constate. Donc, j'ai une petite crainte parce qu'on en a déjà vu avec l'Africa. Ouais, voilà. Bien dit. Déjà vu, surtout la saison dernière. Jean-Philippe Ouria. Merci Dorgelès. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter à cet instant précis pour la montée de l'Africa en Ligue 1. Si on regarde au niveau du championnat de Ligue 2 sur les 6, 7, 8, voire les 10 dernières années, on ne trouvera pratiquement aucun club qui a caracolé dès le début de la saison et qui a terminé cette Ligue 2 là en étant champion et en accédant au niveau de l'élite. Il y a toujours eu un chasseur qui a pris la place du chassé, de celui qui faisait la course en tête pour après se retrouver dans la dernière ligne droite, comme on appelle, en tête, et puis finalement filer au niveau de la Ligue 1. Et depuis que l'Africa est en Ligue 2 sur les 4 dernières saisons, l'Africa a été à chaque fois dans sa poule leader à mi-parcours du championnat. Souvent même l'Africa a compté 6 points d'avance, 7, 8 points d'avance sur le second, mais ça n'a pas empêché l'Africa de voir dès l'entame de la deuxième phase du championnat cet écart-là fondre et finalement se faire coiffer au poteau par d'autres adversaires. Il y a eu le Stade, il y a eu... non, je parle des clubs qui sont montés. Le Stade, la première année, est monté devant l'Africa. Isca est monté l'année dernière. Zoma, merci. Voilà, Zoma est monté également devant l'Africa. Ça a toujours été pareil. Moi, je regarde l'Africa et ce que Jean Gaston a dit, le premier intervenant, c'est pertinent. C'est vrai que l'Africa n'a pas commencé au même moment que les autres, mais maintenant, tout le monde a le même nombre de matchs. On peut tirer le premier bilan. C'est que le premier bilan, l'Africa Sport d'Abidjan est deuxième à 1 point du premier. Dès la prochaine journée qui aura lieu pour le premier match de la manche retour, s'il y a une cote performance de bien, j'ai vu que l'Africa gagne, l'Africa peut passer devant. On va rentrer dans un scénario où vraiment tout sera possible. Et donc, moi, j'estime qu'on n'est pas encore de la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, c'est généralement les 4 dernières journées. C'est là qu'on pourra dire, attention, c'est difficile par rapport aux adversaires que l'Africa attend. C'est difficile par rapport à sa position de pouvoir monter. Mais là, à mi-parcours, ils sont dans le wagon des têtes. Pour moi, il n'y a pas pour l'instant de quoi s'inquiéter. Sauf si, pour terminer rapidement, sauf au niveau du nombre de buts inscrits. J'ai vu que là, il y a un petit souci parce que marquer 15 buts en 13 matchs, pour moi, ce n'est pas énorme pour un club qui aspire à monter dans l'élite. Allez, on va prendre la direction de Sipilo avec M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Vous allez bien? Bon, avec la 3, depuis le mois de ouais. Super. Ligue 2 de Côte d'Ivoire Africa Sport à mi-parcours. Faut-il s'inquiéter pour la montée? Je salue Jean-Philippe Rouja, Poche Poitou et mon fidèle ami MDT. Bonsoir. Bon, pour la question, franchement, moi, personnellement, je suis inquiet et en même temps, je vais prier le Dieu du football
ivoiriens pour qu'enfin ils donnent la Ligue 1 à l'Africa Sport pour venir avec nous, avec le Moga en Ligue 1. Pourquoi je suis inquiet? Est-ce que les hommes garçons là, c'est mon président? Et les gars ont commencé à avoir un d'arbitrage déjà. Alors que nous avons un fonds d'arbitrage comment dans l'Africa, vraiment, il y a beaucoup d'équipes. On se concentrer seulement aux dieux, on se concentrer à l'objectif pour dire que vraiment on a tout veillé en Ligue 2, on va toutes les parties pour venir en Ligue 1, et je pense qu'il y a un fonds d'arbitrage. Donc, déjà, oui. Vraiment, je demande pardon aux deux de football. Et le gars fait tout vous dire, on va venir en Ligue 1. Bon, bonne émission. À toi, tous ensemble. Merci beaucoup. Eh bien, on va écouter Métichi. Oui, alors je suis inquiet parce que je constate qu'après l'euphorie des 8 premières journées, l'Africa Sport a repris ses sales habitudes. C'est-à-dire avec une équipe solide sur le papier, mais qui ne donne pas les résultats sur le terrain. 3 derniers matchs, je suppose que ce sont des matchs en retard qui étaient au programme. Sur les 3 derniers matchs, l'Africa n'a marqué aucun but. Aucun. Mais c'est assez grave. Quand on a vu cette équipe de la première, ils ont perdu le premier match, mais après, l'équipe s'est stabilisée pour gagner ses matchs. Est-ce qu'on peut dire que les attaquants déçoivent? Oui, il y a un manque criard d'efficacité. Ce n'est pas tolérable à ce niveau. Et pourtant, ce ne sont pas les attaquants qui manquent. On nous a parlé d'Akala qui a 3 Akala, oui. Mais c'est vraiment insuffisant. Il y a un attaquant de ce niveau. Pour un attaquant de ce niveau. Et avec les joueurs qui composent cette équipe, ce sont des joueurs d'expérience. Derrière, tu as Bowo, vous l'avez cité tout à l'heure, tu as Bowo, tu as Okubi, tu as Doumbia Isiaka, tu as Agué Alex. Ce sont des joueurs d'expérience. Dans ce milieu de terrain, tu as des joueurs de Poté Guy. Poté Guy, c'est un joueur extraordinaire. Zadi Franck, Kanté, Kwasi Bruce. Tout ça, ce sont des joueurs qui peuvent apporter. Mais on a l'impression qu'un ressort s'est cassé. Et puis, j'ai eu le temps de voir, j'allais dire, j'ai vu les deux derniers matchs avant leur déplacement à Bangourou, je crois. À Bangourou, à Zopé, je crois. Et l'entraîneur m'a paru... Je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu Toto Nobile, qui, avec son œil d'expert, réussit toujours à replacer ses joueurs dans les meilleures positions pour contrer l'adversaire. Là, sur les derniers matchs, il a joué avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons. Mais les 2 pistons sont d'une lenteur incroyable. Or, quand on joue en 3-5-2, c'est les pistons qui font le travail. Ce sont des ailiers. Ça a failli. Je n'ai pas reconnu cette équipe de l'Africa Sport. Et donc, l'entraîneur doit pouvoir revoir son système et choisir les joueurs en conséquence. Voilà. Donc, voilà. Je suis inquiet. Je suis inquiet et j'espère que les joueurs doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Les dirigeants font leur travail. Les supporters viennent toujours aussi nombreux au terrain. C'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités sur le terrain. Allez, on va prendre M. Domba qui nous appelle. Allez, il est parti. Roger Stéphane, on vous écoute. Non, je ne suis pas très inquiet quand même parce que quand on regarde certains éléments, bon, il n'y a pas de raison d'être inquiet. D'abord, on a vu les chiffres tout à l'heure, les chiffres sont très bons. 7 victoires, 5 matchs, une défaite, une seule défaite. Oui, bon, les chiffres ne sont pas alarmants. Deuxièmement, au classement, l'Afrique est deuxième. Deuxième de sa poule avec 26 points. À 1 point du leader à Beauville, 27 points. Et 2 points devant un concurrent direct qui est Amsokro, qui a 24 points. Il n'y a pas de difficulté. En fait, l'Afrique a fait de très bons résultats face à ces 2 concurrents directs. À la phase aller, l'Afrique a battu l'équipe de Yamoussoukro. C'est très bien. Et a fait match nul dans des conditions un peu difficiles face à la formation d'Agboville. Donc, directement, l'Afrique a tenu un peu la corde par rapport à ses concurrents directs. Maintenant, l'élément qui change, c'est que sur les saisons passées, si ma mémoire est bonne, l'Afrique était toujours leader à la pause, avec une longueur d'avance. Cette année, l'Afrique n'est pas leader. Peut-être que cet élément va permettre à l'équipe d'être concentrée jusqu'au bout. Parce que sur la dernière saison qu'on a vue, l'Afrique est en pleine forme et dans la dernière ligne droite, dans la dernière trajectoire, l'équipe coule et se fait damer le pion par une autre formation. Si cette année, l'Afrique est deuxième, ça veut dire que
les Verts Rouges doivent rester concentrés jusqu'à la fin de saison, ce qui n'a pas toujours été le cas sur les saisons passées, parce qu'ils ont négocié de certains matchs. Donc, quand je regarde ça, l'Africa n'est pas en danger. Seulement, le problème que l'Africa a eu, je crois, au cours de la saison, c'est que l'Africa a perdu 2 de ses meilleurs joueurs. Abougou et Messi sont partis sur le front de l'attaque. C'était les 2 meilleurs joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan. Dès cet instant, il y a quelque chose qui change sur le front de l'attaque. Voilà un peu la difficulté que l'Africa a eue. Mais je pense que s'il règle l'affaire des 2 garçons qui sont partis, l'Africa peut aller chercher cette montée au niveau de la Ligue 1. Parce que cette année, on est tous derrière l'Africa Sport d'Abidjan. Très bien noté, Roger Stéphane. Zoum Diakité, responsable de la communication de l'Africa Sport, donne son point de vue sur la première partie de la saison des Aiglons. Nous sommes au terme de la phase aller de la Ligue 2 dans les différentes poules. Dans la poule A, l'Africa Sport d'Abidjan termine 2e avec 26 points après donc 13 journées, à 1 point de leader de l'entente sportive d'Agboville qui a réalisé le même nombre de victoires que l'Africa, 7 victoires avec 6 matchs nuls et aucune défaite. C'est une attaque qui a marqué 15 buts en 13 matchs. C'est vrai qu'on aurait espéré voir un peu plus d'efficacité dans le geste final du côté de l'animation offensive, mais il n'y a rien d'alarmant. Il n'y a rien d'alarmant au terme de cette phase aller. L'équipe de l'Africa reste l'une des équipes engagées à jouer la montée. Alors cette année, l'Africa termine 2e à 1 point de leader. Il y aura la manche retour qui va commencer avec d'autres émotions, avec d'autres contests. Alors l'équipe de l'Africa qui est constituée de joueurs assez expérimentés, de joueurs qui savent qu'ils ont un devoir, celui donc de ramener l'équipe en Ligue 1. Naturellement, l'Africa donc ira chercher les points nécessaires. Et puis on va l'évoquer. Nous ne sommes pas un sprint. Nous sommes à une course de fond, c'est une course de longue distance qui durera 26 journées. Et c'est au terme des 26 journées que le bilan sera fait. Au terme des 26 journées, on verra bien l'équipe qui sera en Ligue 1. Et pour l'instant, l'Africa a les armes. L'Africa a le nécessaire pour aller chercher cette place en Ligue 1. À l'instant, Zoum Diakité, vu les nombreux 0-0 coach, le coach Toto Nobile, bien sûr, n'a-t-il pas une grande part de responsabilité dans ce parcours, on dirait mitigé en griffe? Quand une équipe ne gagne pas, c'est l'entraîneur qu'on vise. Donc, il a une part de responsabilité. Et il est venu pour que cette équipe-là arrive en première division. Donc, à lui, connaissant bien la maison, je pense qu'il saura rectifier le tir comme on le dit. Amédité? Oui, alors moi, je veux bien partager l'optimisme de ceux qui sont intervenus, y compris Roger Stéphane. Mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce que c'est le même schéma depuis 3 ans. L'Africain qui est soit leader ou 2e et qui se fait battre au dernier moment, qui se fait coiffer au poteau. C'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'aucun match ne doit être négligé. Bien sûr, on ne devient pas champion en gagnant tous les matchs. Mais au moins, il faut prendre des points quand c'est possible. Voilà. Moi, je dis, l'Africa a des joueurs pour faire la différence sur chaque match. C'est à l'entraîneur de choisir les joueurs qu'il faut pour les mettre à la place qu'il faut. Et puis, une motivation qui pourra amener ces joueurs-là à se surpasser. Comment on peut élever les primes de match à 2 journées de la fin et revenir à des primes de match, j'allais traiter de secondaires. C'est vrai que les dirigeants jouent leur rôle. Ils payent les salaires ils payent les salaires, ils payent les primes de match. Mais je pense qu'un geste doit être fait pour motiver davantage ces garçons. Il faut qu'ils prennent conscience de leur rôle sur le terrain, se battre. C'est ça. Avec l'Africa Sport, un match n'a jamais gagné, un match n'a jamais perdu tant que l'arbitre n'a pas soufflé. Or, les Veaux aujourd'hui, ils jouent des matchs par intermittence. Et ça, je ne suis pas d'accord avec. En 30 secondes, Jean-Philippe Ouria, le président n'est-il pas trop docile avec Toto Nobile? Non, il ne l'est pas. C'est un homme qu'il connaît très bien. Toto Nobile, c'est 4 fois champion de Côte d'Ivoire au niveau de la Ligue 1. Ce n'est pas un novice. Et il est en Ligue 2, il connaît l'adversité du football ivoirien. Je pense que ce serait lui faire un mauvais procès que de lui coller rapidement, pour l'instant, je dirais, les mauvais points attribués à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est aux hommes également de se remettre en question. Et s'il y a une chose qui est évidente, il a pris part à toutes les séances de recrutement de ces garçons. Et c'est un homme également qui a de la ressource. Donc je pense que s'il y a des ajustements à faire, il va tout faire pour trouver les hommes qu'il faut pour permettre à son équipe d'être optimale dans la recherche des points nécessaires pour la remonter. Le public sportif ivoirien s'est prononcé sur la question LGT. On regarde.
Oui, il y a lieu de s'inquiéter. Vu que l'Afrique occupe actuellement la 2e place, vraiment, c'est vraiment déplorable. Voilà. Et puis, nous avons aussi des clubs qui sont vraiment en bonne position. On peut citer qu'on appelle le club d'Agboville, Yako. Donc, il y a lieu vraiment de s'inquiéter pour l'Africa Sport. Oui, je pense bien parce que l'Africa, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Hein. Je peux dire que ça fait la 3e fois. Dans les derniers instants, bon, il peut perdre 1 ou 2 matchs et puis voilà, il reste toujours en Ligue 2. Mais je pense bien que si ils s'appuient sur leur expérience, ils peuvent monter. Je peux dire non qu'on doit s'inquiéter un peu, comme on appelle la montée de Africa Sport, parce qu'actuellement, en tout cas, leur gardien, je reconnais que leur gardien, il est très bon, mais leur défense est un peu faible. Après ça, en tout cas, je sais qu'ils vont faire mieux pour pouvoir remonter. Parce qu'ils doivent jouer avec, comme on appelle, le sport de Yakro et puis de Agboville. En tout cas, ce sont des équipes aussi qui sont très compétentes, en tout cas, ils se défendent bien. Je pense que l'Africa a un très bon effectif. Et je pense que, mis à part les soucis qu'ils ont connus, mais ils ont cette chance-là de pouvoir remonter en Ligue 1. Donc, pour le moment, nous sommes en mi-saison. Et vu l'écart de points entre le premier et l'Africa, qui est 2e en ce moment, je pense qu'ils ont toutes les chances pour remonter en Ligue 2. Pardon, Ligue 1, j'allais dire. Voilà. De retour. À présent, place à notre actu 2. Le Boxing Day, bien sûr, de la Premier League anglaise s'est disputé aujourd'hui. Il comptait pour la 18e journée du championnat. Voici quelques résultats avec l'aide de Roger Stéphane. Le fameux Boxing Day, Manchester City a été accroché par Everton 1 but partout. Chelsea a été battu par Fulham dans les derniers instants 2 buts à 1. Nottingham Forest a réalisé un très bon résultat face à Tottenham 1 but à 0. 0-0 entre Portsmouth et Crystal Palace. Southampton s'est incliné face à West Ham 1 à 0. Newcastle a peu le meilleur sur Aston Villa 3 buts à 0. Wolverhampton a dominé Manchester United 2 buts à 0. Et puis Liverpool a écrasé Leicester 3 buts à 1. Allez messieurs, comment vous avez vécu ce Boxing Day aujourd'hui à Métiché? Écoutez, j'ai eu juste l'occasion de regarder les 2 premiers matchs entre Manchester City et Everton. Apparemment, plus rien ne va à Manchester City. Et puis, Chelsea qui a gagné, qui a perdu à la 95e dans le temps additionnel. Voilà, qui a perdu dans les derniers instants du match 2-1. Eh ben, c'est toujours le football anglais où il faut s'attendre à des surprises. Allez, Roger Stéphane, Pep Guardiola est-il en danger? Bon, écoutez, il a des acquis solides quand même à Manchester City. Hein. C'est pour ça qu'il est encore là. Si un autre entraîneur aurait été éjecté depuis, je pense que bon, son équipe tourne pas rond. L'équipe n'a plus ce football fantastique qui faisait rêver. Les joueurs ne réussissent plus les exploits individuels. Je ne reconnais plus Foden. Comment il s'appelle Haaland a manqué un penalty. Oui, même Haaland qui manque un penalty. On ne reconnaît plus Silva. De Bruyne, on ne la reconnaît plus. Donc, il en souffre un peu. Maintenant, ça soulève où ça répond à la question de l'utilité de Rodri, le patron de l'équipe qui est blessé depuis on ne retrouve pas la formation. Donc, est-ce qu'il est sur un fauteuil éjectable? Je ne sais pas trop, mais c'est toute l'équipe. Hein. J'ai vu le match, pas celui-là, celui d'avant. Mais ils avaient du mal à tenir le ballon sur 2 ou 3 passes. Si ce n'est pas Manchester City, ça, il y a vraiment un ressort qui est cassé. Est-ce que Pep va payer? Je ne sais pas trop. Mais il y a du travail à faire. Il va falloir prier rapidement pour que Rodri revienne, pour que l'équipe retrouve toute sa classe. Mais en ce moment, ça ne va vraiment pas fort pour cette équipe de Manchester City. Jean-Philippe, Chelsea quand même, hein, Chelsea a été battu par les Cottagers, Palmer à la 16e minute de jeu, Wilson à la 82e et puis Mouni à la 95e. On ne s'attendait pas à ce but. Oui, la mère a rappelé à l'enfant que quelque chose qu'il va devenir, elle demeure la mère. Hein, pour dire simplement que Chelsea, qui est un club qui émane des entrailles de Fulham dans ce derby de Londres, s'est incliné malgré la bonne forme de Chelsea. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance dans le sillage de Liverpool. Et on se disait qu'attention, les Blues sont en train d'avancer masqués, mais c'est comme ça dans le championnat d'Angleterre. Ce Boxing Day-là a toujours été une période de grand chamboulement, de shift. Et c'est ce qu'on a pu suivre dans cette rencontre assez palpitante face à cette formation de Fulham. Jouer un derby, c'est différent de jouer une rencontre normale. Et Fulham a joué un derby pour l'emporter, malheureusement pour Chelsea. Voilà, il perd ce premier match du Boxing Day 2024.
Oui, alors sur Manchester City, on se rappelle tous qu'il y a un peu moins d'un mois, Pep a renouvelé son contrat. Il a été renouvelé. Donc, après toutes ces défaites, ces matchs nuls, ces mauvais résultats, normalement, il devrait pouvoir lui-même rendre son tablier. Normalement. Mais il a dit en conférence de presse que tous ceux qui attendent de lui qu'il démissionne, il ne le fera surtout pas. Pas dans ce moment-là, pas au moment où le club est dans le doute. Voilà, s'il doit partir, il veut partir la tête haute. Moi, je pense que plusieurs facteurs peuvent expliquer simplement les problèmes de Manchester City. L'un des facteurs, c'est que l'effet de surprise, ça ne passe plus. Voilà, Carlo Ancelotti a toujours dit que pour battre les équipes de Pep Guardiola, il faudrait que vos joueurs soient disposés à courir plus que leurs joueurs. Vous mettez plus d'engagement dans les rencontres face à Pep Guardiola, ces garçons ne vont pas se retrouver parce que ce n'est pas une équipe qui est faite pour subir, je dirais, des pressings à outrance. Et aujourd'hui, c'est ce que chaque adversaire fait. Ils viennent en rituel sacrificiel face à l'équipe de Guardiola et ça empêche son équipe de pouvoir développer son jeu. Donc, c'est à lui maintenant de se réinventer. Comment est-ce qu'il va le faire? Le connaissant, je sais qu'il est en train de réfléchir à une nouvelle stratégie. Coach, Manchester United a été battu par Wolverhampton 2-0. Un mot sur cette performance et surtout la performance d'Amad Diallo. Oui, mais je pense qu'il a été sorti à la 78e minute par là. Mais ça arrive à tous les clubs hein, parce que vous pouvez carburer jusqu'à un certain moment et puis après vous êtes carbonisé, l'adversaire vient, il vous plante des buts. Donc le championnat anglais, c'est un championnat à l'endurance. Hein. Il faut aller le maximum possible jusqu'à ce que vous puissiez remporter des victoires. Des fois même, on ne peut pas remporter toutes les victoires. Donc je dis que Amad Diallo et son club ont mis ce qu'il fallait, mais malheureusement, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ils sont déjà 3 entraîneurs cette saison, non, voilà. Cette équipe de United. Voilà. C'est quasiment la même réalité avec Manchester City. Hein. À United aussi, ils font des matchs par coup comme ça, sans suivi. Ce match-là, malheureusement pour eux, je crois qu'ils ont terminé à 10. Si je ne m'abuse, ils ont terminé à 10, si je ne m'abuse. Bon, ça les a un peu mis en difficulté. Il fut un moment où ils avaient le ballon, mais maintenant, sans plus, notre Amad n'a pas été brillant comme d'habitude. Ils ont fait un match assez difficile face à une très belle équipe qui a planté 2 buts. Bravo. Mais il va falloir également que du côté de United, on bouscule un peu les meubles pour secouer un peu l'équipe parce que ça ne va pas aussi. Roger Stéphane, Nottingham Forest de notre compatriote a battu Tottenham 1-0, but d'Elanga, passe de Gibbs. Allez, est-ce que vous avez des nouvelles de Sangaré Ibrahim? Je crois qu'il est blessé au pied, je crois. Ouais. Je crois qu'il est blessé au pied cette saison. Il a joué que 4 matchs, 243 minutes. Donc, il est indisponible en ce moment, il ne joue pas. J'ai vu les dernières compositions de l'équipe, il ne joue pas. On espère qu'il va vite se rétablir. Maintenant, Nottingham, c'est le surprenant 3e. Si j'ai bien regardé le classement du championnat, c'est le surprenant 3e. Promu l'année dernière, mais qui fait une très très belle campagne. Je pense qu'ils se sont brillamment imposés. Ils ont fait 2 bons résultats. Ils ont battu Tottenham il n'y a pas longtemps. Et ils sont allés gagner Manchester United à Old Trafford 3-2 au thème d'un match magnifique. Oui, Nottingham, c'est vraiment la bonne surprise. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir sur toute la saison? Mais pour eux, il faut saluer l'excellent travail de cette équipe qui est montée au niveau de la Première Ligue il y a seulement un an. Allez, Jean-Philippe, Newcastle a battu Aston Villa 3-0. Gordon, Alexander Isaac et puis Joe Linton. Surtout Alexander Isaac, lui, c'est un coup de cœur, cet attaquant suédois. Mais bon, la formation de Newcastle, avec l'arrivée des milliards saoudiens, est rentrée dans une nouvelle dimension. C'est vrai que pour l'instant, c'est une équipe qui n'est pas dans le Big Four anglais, mais qui est peut-être dans le Big 8. Et donc, c'est à elle de pouvoir continuer de monter en puissance et de glaner des victoires. Voilà, c'était une belle victoire face à la formation de Aston Villa. C'est une énigme, cette formation de Newcastle. Elle est capable du meilleur comme du pire. Elle peut vous sortir une rencontre stratosphérique contre les meilleures équipes du championnat d'Angleterre et s'écrouler contre les dernières formations au niveau de ce classement-là. Mais face à Aston Villa, les garçons n'ont pas tremblé. Ils ont fait le travail. Félicitations à eux. Ça manque de constance par moment, Tchétché côté Newcastle, quand on sait que l'effectif est quand même de top niveau. Oui, c'est une très belle équipe. Hein. C'est une équipe qui est toujours dans cette Première Ligue, mais qui retrouve du gnac grâce à son buteur suédois, Alexander. Je crois que c'est le 3e meilleur buteur de la Première Ligue. C'est une équipe qui crée toujours des surprises. Hein. Vous allez voir, contre les équipes dites de bas niveau, elle se fait toujours battre. Mais quand elle arrive face aux équipes qui constituent le haut du tableau, c'est là qu'on les voit le plus déchaînés.
Merci beaucoup, messieurs. Merci à Jean-Philippe Bouria, Métier, merci. Coach Kwadjo, merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est Merci gentil. également à Roger, Stéphane. Allez-vous à la maison, merci de nous avoir suivis. Et puis, on va faire un grand coucou quand même à notre réalisateur et tout le monde en régie, sans oublier aussi un grand fan de LGT depuis Niablé, chef Niagra. La grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro. Salut.